Deuxième poteau, côté opposé. Dernière possession niçoise. C'est fini. La Coupe de France, elle est pour les Nantais. Il y a quelques semaines seulement, l'OGC Nice perdait la finale de la Coupe de France sur le score de 1-0 face aux Canaries du FC Nantes. Mais ça, ce n'est qu'une infime partie de l'histoire de l'OGC Nice, ce club aux joueurs vaillants et aux supporters dévoués. Ce club qui a connu la gloire, les victoires, les trophées, mais aussi de douloureuses défaites et des saisons en demi-teinte. Alors êtes-vous prêts à découvrir toute l'histoire de ce légendaire club? Alors on est parti, générique. Tout d'abord, parlons de la ville de Nice en elle-même. Située sur la côte d'Azur, Nice est la 7e aire urbaine de France avec près de 350 000 habitants. Et en général, plus la ville est grande et plus il y a de chances que le club soit puissant. Ce qui est en effet le cas avec l'OGC Nice qui a terminé 5e de Ligue 1 cette saison. Cette ville très touristique est généralement caractérisée par un aigle que l'on peut apercevoir sur le drapeau local et qui apparaît également sur le blason du club. Enfin, on peut ajouter que le maire de Nice, Christian Estrosi, a permis à la ville d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO après une demande approuvée en juillet dernier. Le club naît le 9 juillet 1904 sous l'appellation Gymnase Club de Nice, avec pour but la gymnastique et les exercices athlétiques. Les couleurs du club sont alors le bleu et le noir et au fur et à mesure du temps, cette organisation sportive niçoise ouvre de nouvelles sections sportives, dont une concernant le football. 20 ans plus tard, en 1924, la section foot se détache du Gymnase Club de Nice et commence à écrire sa propre histoire. En 1932, la première division de foot professionnel français est créée et l'OGC Nice y est convié grâce à ses bons résultats. Le club termine alors 7ème pour sa première saison en Division 1. De 1950 à 1960, le club connaît une période de grâce et c'est durant ces 10 années que le club va remporter ses 4 titres de Ligue 1 et 2 succès en Coupe de France. Mais le club va connaître 2 décennies difficiles entre 60 et 80 avec de nombreuses descentes et de nombreuses finales perdues. Le seul point positif est alors une première participation en Ligue des Champions en 1956 où le club sera éliminé en quart de finale de la compétition. En revanche, les années 90 vont être insensées pour le club qui va tout connaître en 10 ans. Le dépôt de bilan, le titre de champion de Ligue 2 avec les jeunes, une victoire en Coupe de France accompagnée d'une dernière place en D1 et un purgatoire mouvementé de 5 ans à l'étage inférieur. Durant les années 2000, l'OGC Nice frôle un nouveau dépôt de bilan et parvient à retrouver de l'élite du football français. Et en 2010, le club prend un nouveau départ avec un nouveau stade, un développement financier, de nouveaux investisseurs et joueurs à l'image d'un nouveau sponsor milliardaire, le groupe Ineos, et de grands joueurs comme Dante, Balotelli, Ben Arfa, Christophe Jallet et bien d'autres. Le jeu de l'OGC Nice est intéressant et séduisant, ce qui a notamment permis au club d'atteindre en 2022 la finale de la Coupe de France en sortant le PSG et l'OM. Et même si la fin de saison de l'OGC Nice est un peu décevante, les hommes de Christophe Galtier ont réussi une excellente saison en Ligue 1. Bref, l'OGC Nice a réussi à se renouveler et c'est une bonne chose pour l'avenir du club. L'OGC Nice dispose d'un budget sympa avoisinant les 100 millions d'euros et cela grâce à son rachat en 2019 par le géant milliardaire Ineos. Mais pour l'instant, malgré ce beau budget, le club n'a pas vraiment cherché à s'offrir les services de grands joueurs. Et cela est confirmé par le fait que le plus gros transfert réalisé parmi cette saison, c'est celui de Calvin Stengs pour 15 millions en provenance de l'AZ. Et honnêtement, le néerlandais n'a rien montré de fou cette saison, donc à voir si le club se servira vraiment de son budget la saison prochaine afin de renforcer son effectif. Et en parlant de l'effectif de l'équipe, voici la compo. On retrouve le portier argentin Walter Benitez au cage, la charnière centrale est composée du capitaine Dente et du jeune Todibo, avec Melvin Bard et Youssef Attal sur les côtés. Au milieu, les Mina et Rosario permettent la bonne circulation du ballon, tandis que Justin Kluivert et Calvin Stengs apportent de la vitesse sur les ailes. Enfin en pointe, on retrouve Andy Delors et Amine Gouiri, auteurs chacun de 18 et 10 buts cette saison. Donc en conclusion, une équipe solide sur le papier, qui mélange expérience d'anciens joueurs et motivation de la part des plus jeunes, ce qui explique ainsi les très bonnes performances du club cette saison. Une des clés du succès de l'OGC Nice cette saison, c'est son entraîneur Christophe Galtier. Après une incroyable saison 2020-2021 avec Lille où les Dogs ont terminé champions de France,
Christophe Galtier devait confirmer son statut de grand entraîneur cette saison, ce qu'il a fait à merveille. Alliant bon choix tactique et cohésion d'équipe, les bons résultats ont suivi, avec notamment 2 victoires contre le PSG et une finale de Coupe de France. Difficile de dire si Galtier restera à Nice la saison prochaine, car le tacticien français est convoité par de nombreux clubs, d'ailleurs de récentes rumeurs l'envoient au PSG, à voir si cela se fera durant le mercato. En parlant de mercato, quel serait le mercato idéal de Nice pour la saison prochaine? Tout d'abord, la priorité du club c'est de trouver un bon arrière droit, car Dani Tomba n'aura rien montré cette saison à l'absence de Attal touché à l'épaule. Et une bonne piste pour le club serait de recruter Jérémy Frimpong du Bayer Leverkusen, auteur d'une bonne saison. Le jeune néerlandais allie vitesse et qualité défensive et pourrait être un choix de qualité pour renforcer la défense niçoise. Ensuite, un bon milieu expérimenté pourrait faire du bien à l'OGC Nice qui manque cruellement de possession de balles dans ses matchs. Ainsi, le Lensois Seko Fofana, auteur d'une grosse saison 2021-2022 avec 11 buts et 3 passes décisives, pourrait être une bonne solution pour l'OGC Nice. Il apporterait beaucoup défensivement, offensivement et surtout à la récupération du ballon. Enfin, il faut laisser leur chance à des joueurs comme Stengs ou Brahimi qui manquent cruellement de confiance et qui auront envie de faire leurs preuves la saison prochaine. On obtiendrait ainsi un OGC Nice très solide et taillé pour jouer l'Europe, avec l'Europa Conference League dans le viseur pour la saison prochaine. Jusqu'en 2013, les Aiglons évoluaient dans le stade du Rail qui n'était pas vraiment à la hauteur du club, et faisait plus penser au stade de Clermont, Ajaccio ou Dijon. On était bien loin de l'architecture moderne du Vélodrome ou du Parc des Princes. C'est pour cela qu'en 2011, la ville de Nice décide de construire un stade plus grand et plus prestigieux avec une architecture moderne. C'est ainsi que l'Alliance Riviera voit le jour et le 22 septembre 2013, le Gym joue son premier match dans son nouveau stade et l'emporte 4-0 contre Valenciennes. Par la suite, ce stade pouvant accueillir 45 000 spectateurs devient l'hôte de nombreux matchs de rugby et concerts. Le stade accueillera même des matchs de l'Euro 2016. Pour finir, par rapport au nom du stade, Alliance Riviera, c'est ce qu'on appelle un contrat de naming, c'est-à-dire qu'une marque est directement associée au nom du stade, comme pour l'Emirates Stadium, le stade d'Arsenal, ou le Groupama Stadium, le stade de Lyon. Et bien ici c'est la même chose avec l'Alliance Riviera et la marque Alliance, mais le club a tout de même voulu garder quelque chose de local, avec le mot Riviera qui fait référence à la Côte d'Azur. Cette saison, les supporters niçois se sont surtout fait remarquer pour leurs actes insensés. Une première fois lors du match Nice-OM en jetant des bouteilles sur Dimitri Payet, le match ayant été par la suite interrompu et reporté. On fait une étude sur les supporters les plus cons de France. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Il est touché, Touché, oui, c'est très con ça. Et c'est bien dommage car cela a occasionné la mise en place de grands filets en face des tribunes des ultras, et malheureusement ces filets s'étendent jusqu'au sommet du stade, ce qui par conséquent gêne aussi les spectateurs installés au-dessus des tribunes des ultras, et en plus ces filets sont destinés à rester, donc pas ouf. Mais les supporters se sont fait également remarquer en fin de saison, après la finale de la Coupe de France perdue face à Nantes, en chantant une musique insultante envers Emiliano Sala, l'ancien joueur nantais décédé dans un crash d'avion en 2019. Autre chose à m'offrir? Alors on a écrit une chanson sur Emiliano Sala. Vous parlez du footballeur qui est décédé tragiquement et que toute la France... Oui, il est mort. Ah ouais. C'est très très con ça. Oui. Ouais. Enfin, quand je dis les supporters niçois, je fais bien évidemment la distinction entre les supporters niçois qui sont dévoués et les quelques ultra idiots auteurs de ces actes. Donc il n'y a absolument aucune raison de s'acharner contre les supporters niçois. Contrairement à certains logos de Ligue 1 où on a privilégié le design à l'histoire de la ville et du club comme pour Reims et Nantes, au contraire on retrouve toute l'histoire de l'OGC Nice sur son blason. On retrouve sur le logo les couleurs niçoises avec le rouge symbolisant le courage et l'héroïsme et le noir représentant la sagesse. On y retrouve aussi le nom du club, ce qui n'est pas le cas pour tous les logos de foot. On retrouve également la date de création du club 1904 et bien évidemment le fameux aigle de Nice. Et pour comprendre l'origine de cet aigle, il faut remonter en 1431 où le duc de Savoie offre une statue représentant un aigle à la ville de Nice. Et depuis, ce symbole est resté ancré dans l'histoire de la ville. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à commenter la vidéo si t'as kiffé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Foot 2.0. Allez, ciao!
Allez